Imaginez ceci. Le cri d'une fillette résonne dans les couloirs de pierre du château de Bléau par une nuit d'hiver de 1457 après Jésus-Christ. Le son perce le hurlement du vent comme une lame tranchant la soie. Dans une chambre éclairée uniquement par des chandelles vacillantes, Lady Margaret Bowert, âgée de 13 ans fertant, agrippe les draps ensanglantés sous elle, son corps frêle, secoué par une douleur qu'aucun enfant ne devrait jamais endurer. Les sages-femmes murmurent des prières en latin, leurs visages graves dans les ombres dansantes. Dehors, la neige tombe sur le sol gelé du Bedfordshire. Mais dans cette pièce, un futur roi d'Angleterre est arraché à une fillette qui vient à peine de quitter l'enfance. Les cheveux de Margaret Orbin collent à son visage trempé de sueur alors qu'une nouvelle vague d'agonie la frappe. Elle est en train de mourir, pense-t-il. Le bébé est trop gros, ses hanches trop étroites. À 13 ans, son corps n'a pas encore fini de grandir. Pourtant, elle équilibre la luttant pour donner naissance au fils qui un jour siégera sur le trône d'Angleterre en tant que Henri VIII. L'ironie n'échappe à personne dans la pièce. Cet enfant né d'une telle souffrance mettra fin au conflit le plus sanglant de l'histoire anglaise et fondera la dynastie Tudor qui transformera le monde. Avant de plonger dans ces histoires oubliées, de survie et de souffrance, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, pensez à laisser un j'aime et à vous abonner pour plus de contenus similaires. Et s'il vous plaît, commentez ci-dessous pour me dire d'où vous écoutez. Il me semble incroyable que nous explorions ensemble ces histoires anciennes depuis différentes parties du monde, reliées à travers le temps et l'espace par notre curiosité commune pour le passé. La fillette qui se tordait dans ce lit n'était pas une noble ordinaire. Lady Margaret Buffet portait dans ses veines le sang des rois, plus précisément celui de Jean de Gand, duc de Lancastre, quatrième fils d'Édouard III. Mais le sang royal, comme Margaret l'apprendrait tout au long de sa vie extraordinaire, pouvait être à la fois une bénédiction et une malédiction. Dans le paysage politique sauvage de l'Angleterre du XVe siècle, où les guerres des roses allaient bientôt déchirer le royaume, un tel lignage faisait de vous une pièce d'échec précieuse ou une menace dangereuse. Le chemin de Margaret vers cette chambre d'accouchement avait commencé des années plus tôt, alors qu'elle n'était qu'une enfant, jouant dans les jardins du château de Bléau. Née aux environs du mois de mai de l'an 1443, après Jésus-Christ, fille de John Bouffard, premier duc de Somerset, et de Margaret Beauchamp de Bléau, elle entra dans un monde où les alliances changeaient, comme du sable, et où le mariage était l'arme ultime de la diplomatie. Son père mourut alors qu'elle n'avait qu'1 an. Certains disent qu'il s'est donné la mort après des défaites militaires en France, qu'il l'avait laissé brisé et déshonoré. D'autres murmuraient qu'il s'agissait de poison, car à cette époque, les rumeurs d'empoisonnement suivaient chaque mort inattendue, d'un noble comme des vautours suivant une armée. Les circonstances de la mort de John Bowet hantèrent les premières années de Margaret. Il avait commandé les forces anglaises en France durant les phases de finale de la guerre de 100 ans, assistant impuissant à la perte progressive des territoires gagnés par Henri V. Les désastres militaires l'avaient consumé comme un cancer. Lorsqu'il revint en Angleterre en l'an 1444, après Jésus-Christ, les courtisans remarquèrent ses yeux enfoncés et ses mains tremblantes. Il parlait peu, mangeait encore moins et passait des heures à fixer le vide. Le 27 mai de l'an 1444 après Jésus-Christ, il fut retrouvé mort dans ses appartements à Wimborne Minster. La cause officielle était la fièvre, mais ceux qui étaient proches de lui connaissaient la vérité. Que ce soit par l'épée le poison ou simplement le poids de l'échec, John Beaufort avait choisi la mort plutôt que le déshonneur. La mère de Margaret ne perdit pas de temps pour assurer l'avenir de sa fille. La duchesse douairière
Margaret Beauchamp, comprenait les règles de survie dans un monde où les femmes et les enfants n'avaient ni de valeur que par les alliances qu'ils pouvaient déceler. À 6 ans, la petite Margaret fut promise à John d'Epole, fils de William d'Epole, duc de Suffolk. Le contrat unissait 2 des familles les plus puissantes d'Angleterre dans une alliance qui semblait indestructible. Mais la politique évoluait plus vite que l'enfance, et lorsque Suffolk tomba en disgrâce et fut assassiné en traversant la Manche en l'an 1450 après Jésus-Christ, cet engagement devint un simple bout de papier sans valeur. Le crime de Suffolk avait été de négocier le mariage de Henri VI avec Marguerite d'Anjou et la cession de Maine et d'Anjou à la France. Des conditions qui indignèrent à la fois la noblesse et le peuple anglais. Sa mort fut brutale, même pour les normes de l'époque. Arraché de son bateau par des pirates ou des ennemis politiques, il fut forcé de s'agenouiller sur le bordage pendant que l'un de ses ravisseurs lui tranchait la tête avec une épée rouillée, nécessitant une demi-douzaine de coups par homme maladroit. Les femmes de Buffet apprirent tôt que la survie passait par l'adaptabilité. Son prochain engagement arriva rapidement avec Edmund Tudor, comte de Richmond, demi-frère du roi Henri VI, par le mariage de sa mère avec Owen Tudor. Les Tudor étaient des parvenus gallois à la légitimité douteuse, mais ils possédaient quelque chose de plus précieux que les anciens lignages, la faveur du roi. Owen Tudor avait été un officier de cour qui avait capté l'attention de Catherine de Valois, veuve de Henri V. Leur mariage secret scandalisa la noblesse, mais il produisit 2 fils, Edmund et Jasper Tudor, qu'Henri VI reconnut et éleva au rang de père. En l'an 1455 après Jésus-Christ, alors que Margaret avait environ 12 ans, elle épousa Edmund Tudor dans une cérémonie qui scella des alliances politiques avec des mots d'amour qu'elle comprenait à peine et des vœux qui la lieraient à un destin au-delà de l'imagination. La cérémonie eut lieu au château de Bléau, la même forteresse où Margaret avait passé son enfance. La grande salle était ornée de tapisseries, illustrant les exploits de ses ancêtres Buffet, tandis que la chapelle, où ils échangèrent leurs vœux, abritait le tombeau de son grand-père, John Buffet, comte de Somerset. Edmund Tudor était un homme dans la vingtaine, endurci par la guerre et la politique. Margaret était encore en train de grandir, abandonnant ses vêtements d'enfant. Le mariage fut consommé immédiatement, à une époque où les jeunes filles nobles étaient traitées comme des juments pour des ambitions dynastiques. Attendre la maturité physique n'existait pas. La nuit de noces fut un traumatisme dont Margaret ne parla jamais par la suite. Mais les preuves de son impact seraient inscrites dans les dommages permanents à son corps et dans sa dévotion religieuse à vie, frisant l'obsession. Quelque peu mois après son mariage, le corps de Margaret commença à changer de manière qui terrifiait son jeune esprit. Les femmes plus âgées autour d'elle parlaient à voix basse de son état, leur visage mêlant la joie d'un possible héritier à l'inquiétude pour une mère si jeune. Sa propre mère observait le ventre grandissant de sa fille avec une profonde anxiété. Elle avait 18 ans lorsque Margaret était née assez âgée pour survivre à l'accouchement en sécurité. À 12 ans bientôt, 13 Margaret tentait quelque chose qui avait tué d'innombrables femmes plus âgées et plus robustes qu'elle. Mais Edmund Tudor ne verrait jamais naître son fils. À l'automne de l'an 1456 après Jésus-Christ, alors qu'il faisait campagne au pays de Galles contre les forces yorkistes, il fut capturé au château de Carmarthen. Les circonstances de sa capture et de sa mort ultérieure restent troubles, enveloppées dans la brume de la guerre civile et de l'intrigue politique. Certains récits suggèrent qu'il fut pris lors d'une attaque surprise, alors que ses forces étaient dispersées dans le sud du pays de Galles. D'autres insinuent une trahison au sein de ses propres rangs.
s'il était mort de la peste dans sa prison ou s'il a été assassiné par ses ravisseurs, reste l'un des mystères irrésolus de l'histoire. L'explication de la peste était commode pour ses ravisseurs. La maladie était courante dans les prisons médiévales et prétendre une mort naturelle évitait les accusations de meurtre d'un demi-frère royal. Mais les chroniqueurs contemporains notèrent sur la rapidité suspecte de son déclin et le refus de ses ravisseurs de permettre aux médecins de l'examiner. Ce que nous savons, c'est qu'en novembre de l'an 1456 après Jésus-Christ, Margaret, âgée de 13 ans, était veuve enceinte et complètement seule, dans un monde sur le point d'exploser dans une guerre civile. La nouvelle de la mort d'Edmund parvint à Margaret au palais de l'Enfait, à Pembrokeshire, où elle séjournait pendant que son mari faisait campagne. Le messager arriva par une nuit de novembre trempée de pluie, son cheval couvert d'écume, après une chevauchée désespérée à travers le pays de Galles. Margaret se trouvait dans la chapelle du palais, priant pour le retour sain et sauf de son mari, lorsque les bottes du messager résonnèrent sur le sol de pierre derrière elle. Elle sut avant même qu'il ne parle que son monde s'était effondré. Jasper Tudor, le frère cadet d'Edmund, prit la responsabilité de sa belle-sœur enceinte. Cette décision était à la fois chevaleresque et pragmatique. Margaret portait l'héritier potentiel de la lignée Tudor, l'enfant qui pourrait perpétuer la connexion royale de leur famille. Il l'emmena dans sa forteresse au château de Pembroke, au pays de Galles, où d'énormes murailles de pierre offraient une protection contre le chaos grandissant à l'extérieur. Pembroke était une forteresse au bout du monde perchée sur des falaises, surplombant Milford Haven, où les vagues de l'Atlantique s'écrasaient sans relâche contre les rochers en contrebas. C'est là, dans ce château gallois, isolé, que Margaret endurerait l'expérience la plus déchirante de sa jeune vie. Le voyage jusqu'à Pembroke, dans son état de grossesse avancée, fut une épreuve en soi. Les chemins d'hiver étaient à peine praticables, remplis de boue gelée et obstrués par des arbres tombés. Margaret voyageait dans une litière tirée par des chevaux, chaque secousse et chaque choc envoyant des douleurs à travers son corps, enflé. Le voyage qui aurait dû prendre 2 jours s'étendit à 5 alors qu'il contournait donc des rivières en crue et évitait des bandes d'hommes armés dont les loyautés étaient inconnues. Le château de Pembroke en hiver était un refuge austère, construit sur un affleurement de calcaire au-dessus de la rivière Pembroke. Le château dominait le paysage sur des miles à la ronde. Sa grande tour ronde haute de près de 80 pieds avait résisté à des sièges et des tempêtes pendant 3 siècles. Mais le confort n'était pas son but, la survie l'était. Les chambres du château étaient froides et pleines de courants d'air chauffés uniquement par de grandes cheminées qui dévoraient le bois plus vite que les serviteurs ne pouvaient en fournir. Les appartements de Margaret étaient grompés et drapés de lourdes tapisseries pour bloquer le vent qui sifflait à travers chaque fissure dans les pierres anciennes. L'hiver de l'an 1456 à 1457, après Jésus-Christ, fut particulièrement rigoureux. La glace se formait à l'intérieur des fenêtres du château et le vent marin hurlait à travers chaque fissure dans les vieilles pierres. Margaret, avec son ventre alourdi par l'enfant, pouvait à peine parcourir la longueur de sa chambre sans s'épuiser. Son corps, encore celui d'une enfant, à bien des égards, luttait sous le poids qu'il portait. Le médecin du château, un homme érudit qui avait étudié dans les universités d'Oxford et de Paris, l'examina avec une alarme croissante. Ses hanches étaient trop étroites, confia-t-il à Jasper Tudor. L'enfant était mal positionné. L'accouchement serait dangereux, peut-être fatal. Le docteur Lewis Carleon était un homme qui avait assisté à des accouchements de reines comme de paysannes. Il avait étudié les textes anciens d'Hippocrate et de Galien, assisté aux conférences des esprits médicaux les plus brillants de sa génération et accumulé 40 ans d'expérience dans les arts de la guérison. Mais en examinant la fillette enceinte dont il avait la charge tout son savoir,
semblait insuffisant. Le bassin de Margaret n'était pas complètement développé. Elle grandissait encore. Le bébé dans son ventre était gros mal positionné et montrait des signes de détresse. Il confia ses craintes à Jasper Tudor lors d'une réunion privée dans le solarium du château. La neige tourbillonnait à l'extérieur des fenêtres en forme de meurtrière, tandis que les deux hommes discutaient du destin de Margaret à voix basse. Caerleon fut direct. Il avait vu cette situation auparavant, et elle se terminait rarement bien pour la mère ou l'enfant. Il pouvait essayer de retourner le bébé, mais cela pourrait tuer les deux patients immédiatement. Il pouvait attendre en espérant que la nature corrige la position, mais le retard augmentait le risque de mort de l'enfant et l'épuisement de Margaret. Ou il pouvait y tenter une césarienne, une procédure presque invariablement fatale pour la mère. Jasper Tudor, âgé d'à peine 25 ans, faisait face au terrible fardeau de décider du sort de sa belle-sœur. Si Margaret mourait, la lignée Tudor s'éteindrait avec lui, un fils cadet sans héritier, légitime propre. Si elle survivait mais perdait l'enfant, le résultat serait le même. Les implications politiques pesaient là lourd, mais aussi l'affection personnelle. Il s'était pris d'affection pour la courageuse et intelligente fillette qui avait affronté le veuvage avec tant de dignité. À mesure que la grossesse de Margaret progressait à travers les sombres mois d'hiver, elle montra une maturité qui démentait son âge. Elle passait son temps à apprendre tout ce qu'elle pouvait sur la politique et la diplomatie, comprenant instinctivement que le savoir serait son arme la plus puissante dans les luttes à venir. Jasper Tudor, impressionné par son intelligence et sa détermination, devint son tuteur dans l'art de la survie. Il lui apprit à lire les visages des gens, à écouter les messages non dits derrière le langage diplomatique, à comprendre le réseau complexe d'alliances et d'inimitiés qui régissait la société noble. Margaret se plongea également dans l'étude religieuse avec une intensité qui inquiétait ses assistants. Elle passait des heures dans la chapelle du château priant devant l'autel jusqu'à ce que ses genoux soient bénats vifs et saignants. Elle mémorisait des prières, en latin étudiait des textes théologiques et développait une relation personnelle profonde avec Dieu qui la soutiendrait à travers des décennies de lutte politique. Certains historiens suggèrent que son extrême religiosité commença comme un mécanisme pour faire face au traumatisme du mariage précoce et de la maternité imminente, une manière d'imposer un sens à une souffrance qui semblait autrement absurde. Le prêtre du château, le père Meredith, devint une autre figure importante dans l'éducation de Margaret, un Gallois formé à Cambridge avant de prendre les ordres sacrés. Il comprenait à la fois l'érudition classique des universités et la politique pratique de survie dans un monde violent. Il enseigna à Margaret que Dieu travaillait souvent à travers l'action humaine, que la prière sans action était des vides, mais que l'action guidée par la prière pouvait déplacer des montagnes. Cette nuit de janvier de l'an 1457 après Jésus-Christ, l'accouchement de Margaret commença avec des douleurs qui la pliaient en deux. Elle marchait sur les remparts du château, faisant l'exercice que le docteur Caerleon jugeait nécessaire pour sa santé. Lorsque la première contraction arriva, la douleur fut différente de tout ce qu'elle avait connu, une sensation écrasante et déchirante qui semblait scinder son corps en deux. Elle s'effondra contre les murailles de pierre haletantes, tandis que ses dames de compagnie se précipitaient pour l'aider à regagner ses appartements. Les sages-femmes des femmes expérimentées, ayant assisté à d'innombrables accouchements, échangèrent des regards lourds de sens. Elles avaient sans fait vu cela auparavant, une fillette tentant de donner naissance à un enfant, la nature poussée au-delà de ses limites par l'ambition humaine et la nécessité politique. Elles préparèrent leurs instruments et récitèrent leurs prières, sachant qu'avant l'aube, l'une ou les deux de leurs patientes pourraient être mortes. Dame Gwen F. Stafford, la sage-femme principale, était une femme qui assistait à des accouchements depuis 30 ans.
Elle avait appris son métier de sa propre mère et de sa grand-mère, héritant de secrets transmis à travers des générations de femmes de Galloises. Elle connaissait des herbes qui pouvaient soulager la douleur, des techniques pour retourner les bébés en position de siège et des prières qui semblèrent donner de la force aux mères en travail. Mais en examinant Margaret, son visage buriné devint grave. Les autres sages-femmes préparèrent dans leurs instruments avec une efficacité sombre. Il y avait des couteaux pour couper le cordon ombilical, mais aussi pour des procédures trop horribles à envisager. Il y avait des crochets et des forceps pour extraire des bébés morts, des potions pour fortifier les mères affaiblies et des reliques sacrées pour invoquer une intervention divine. La chambre s'emplit de la fumée d'herbes brûlées, de la lavande pour calmer du romarin, pour la force et d'autres plantes dont les propriétés n'étaient connues que des femmes qui assistaient aux naissances et aux décès. Pendant 18 heures, Margaret travailla dans une agonie indescriptible, ses cris résonnant contre les murs de pierre, jusqu'à ce que sa voix s'épuise complètement, ne laissant que des sons animaux de souffrance. Les sages-femmes travaillaient frénétiquement leurs mains glissantes de sang, tandis qu'elles tentaient de sauver à la fois la mère et l'enfant. Dame Gwen utilisa toutes les techniques de son vaste répertoire, massage, changement de position, remèdes à base de plantes et encouragement constant murmuré à l'oreille de Margaret. Jasper Tudor arpentait les couloirs à l'extérieur, ses bottes résonnant contre les dalles de pierre, conscient que l'avenir de la cause lancastrienne pourrait s'éteindre dans cette chambre. Il pouvait entendre les cris de Margaret à travers la lourde porte en chêne, chacun le transperçant comme une lame. Les serviteurs passaient en hâte avec des bassins d'eau chaude et des piles de linge propres leurs visages, reflétant la gravité de la situation. Le père Meredith s'agenouilla dans la chapelle, priant sans relâche pour la jeune fille, dont la vie ne tenait qu'à un fil. Alors que l'aube approchait, les forces de Margaret commencèrent à faiblir. Elle était en travail depuis presque un jour entier. Son jeune corps était poussé bien au-delà de ses limites. Le docteur, Carléon, tiré de son sommeil agité, l'examina et parla d'à voix basse avec Dame Gwen. Le bébé était vivant, mais en détresse, son rythme cardiaque irrégulier et faible. Margaret saignait intérieurement, son pouls faible et sa peau pâle comme du parchemin. La décision fut prise de tenter une extraction manuelle, une procédure dangereuse qui pourrait sauver l'enfant au prix de la vie de la mère. Dame Gwen avait déjà pratiqué cette technique, mais jamais sur une personne aussi jeune et frêle. Elle positionna Margaret avec soin, priant en silence Sainte Marguerite d'Antioche, patronne des accouchements. Lorsqu'elle se prépara à atteindre l'intérieur du corps de la jeune fille pour guider l'enfant vers le monde, lorsque le bébé finit par émerger, arraché du corps de Margaret, dans un processus qui faillit la tuer, les sages-femmes retinrent leur souffle. L'enfant était pâle, respirant à peine couvert de sang et de liquide de naissance. Pendant un moment terrifiant, la chambre fut silencieuse, hormis la respiration laborieuse de Margaret et le crépitement du feu dans l'âtre. Puis Dame Gwen dégagea la bouche et la gorge du bébé, et le son qui changea tout emplit l'air. Un cri faible et furieux annonça l'arrivée de Henri Tudor, futur roi d'Angleterre. Margaret, à peine consciente, son jeune corps brisé par l'épreuve, entendit le premier cri de son fils à travers un brouillard de douleur et d'épuisement. Elle tenta de l'atteindre, mais ses bras n'obéissaient pas aux ordres de son esprit. Dame Gwen plaça le bébé sur la poitrine de Margaret pour un bref instant, la rencontre traditionnelle entre mère et enfant, avant de l'emporter rapidement près du feu pour le nettoyer et l'envelopper. Les yeux de Margaret suivirent l'enfant avec une intensité désespérée, mémorisant chaque détail de son petit visage. Les dommages au corps de Margaret furent bien graves et permanents. Le docteur Karl Cléon, en l'examinant dans les jours suivant l'accouchement, trouva des déchirures importantes
et des lésions internes qui ne guériraient jamais complètement. Le médecin parlait à voix basse de chair déchirée et d'organes endommagés, d'une perte de sang qui avait failli être fatale. Elle ne pourrait plus jamais avoir d'enfant. Cet unique accouchement traumatique avait mis fin à ses années de reproductive, avant qu'elle n'ait comme dit vraiment commencé. À 13 ans, elle était effectivement stérile. Sa vie reproductive sacrifiée sur l'autel de la politique dynastique. La récupération physique fut douloureusement lente. Pendant des semaines, Margaret oscilla entre la vie et la mort, tourmentée par la fièvre et l'infection. Le docteur Carléon appliqua tous les remèdes de son vaste arsenal saigné pour équilibrer ses humeurs en plâtre d'herbe, pour combattre l'infection, et vin fort, enrichi d'herbes de médicinales, pour restaurer sa force. Dame Gwen ne quitta jamais son chevet, lui donnant du bouillon à la cuillère, entre ses lèvres gercées, et surveillant chaque changement dans son état. La récupération psychologique de Margaret s'avéra encore plus complexe. Le traumatisme de son expérience se manifesta par des cauchemars qui la laissaient hurlant et pleurant dans les petites heures de la nuit. Elle développa une peur intense du contact physique, reculant même devant le toucher le plus doux de ses assistants. Sa relation avec son nouveau-né fut compliquée par l'association entre sa présence et sa douleur. Elle l'aimait désespérément, mais pouvait à peine supporter de le tenir sans être submergée par les souvenirs de sa naissance violente. Mais si le corps de Margaret Buffett était brisé, son esprit restait indomptable. Alors qu'elle se rétablissait lentement dans les mois suivant la naissance de Henry, elle commença à montrer une volonté de fer et une intelligence calculatrice qui ferait alors d'elle l'une des femmes les plus puissantes de l'histoire anglaise. Elle comprit même dans son état affaibli que son fils représentait l'avenir de la cause lancastrienne. Elle comprit aussi qu'une veuve sans terre, avec un jeune enfant, avait besoin de protection dans un monde qui glissait vers le chaos. Les guerres des roses éclataient autour d'elle avec une violence croissante. En l'an 1455 après Jésus-Christ, la première bataille de St. Albans avait annoncé que l'Angleterre réglerait ses différends dynastiques par l'épée et la hache, plutôt que par la négociation. La rose blanche de York affrontait la rose rouge de Lancastre dans un conflit qui consumerait la noblesse d'Angleterre pendant 3 décennies. Richard, duc de York, revendiquait le trône en se basant sur sa descendance du 2e fils d'Édouard, 3e, tandis que les Lancastriens le maintenaient par leur descendance du 4e fils d'Édouard, 3e Jean de Gans. Margaret, porteuse du sang lancastrien par son lignage Buffett, était désormais automatiquement alignée avec une cause qui perdait rapidement du terrain. Le roi lancastrien, Henri VI, était largement considéré comme faible, peut-être fou, et certainement incapable de gouverner efficacement. Sa reine Marguerite d'Anjou était plus compétente, mais également plus détestée. Une femme étrangère, blâmée pour les désastres militaires de l'Angleterre en France et pour la dérive du royaume vers la guerre civile. Sa solution fut de se remarier. En 1458, après Jésus-Christ, à peine remise de la naissance d'Henri, elle épousa Sir Henry Stafford, fils cadet du duc de Buckingham. Le mariage fut une affaire discrète, loin de la pompe qui avait accompagné son union avec Edmond Tudor. Marguerite était encore faible en deuil, et son nouvel époux était un étranger choisi pour des raisons politiques plutôt que par affection personnelle. Stafford était un sympathisant yorkiste, mais plus important encore, un pragmatique qui comprenait que protéger Marguerite signifiait protéger les précieuses propriétés et lignées Buffett. Pour Marguerite, ce mariage représentait une sécurité pour elle et son fils, même si cela impliquait de partager son lit avec un homme dont les loyautés politiques s'opposaient à ses convictions les plus profondes. L'arrangement était davantage une alliance commerciale qu'une union romantique, une solution pratique à des problèmes de pratique. Le contrat de mariage négocié par la mère de Marguerite et le père de Stafford
était d'une précision remarquable, reflétant la complexité de la situation politique. Marguerite conserverait le contrôle de ses propriétés Buffett, garantissant que l'héritage de son fils reste intact. Stafford fournirait une protection militaire et un paravent politique pour les sympathies de lancastriennes de la famille. Plus important encore, le jeune Henry Tudor resterait sous la tutelle de Jasper Tudor au pays de Galles, une disposition qui lui sauva probablement la vie. Le mariage avec Stafford dura 14 ans à travers certains des conflits les plus sanglants de l'histoire anglaise. Marguerite observa depuis l'écart pendant que les fortunes de la guerre balayaient l'Angleterre d'un côté à l'autre. Les rois montaient et tombaient à une vitesse stupéfiante. Henri VI fut déposé, Édouard IV fut couronné, Henri VI fut restauré, puis Édouard IV triompha à nouveau. Chaque changement de couronne apportait de nouveaux dangers pour ceux dont les loyautés étaient douteuses ou les lignées le précieuses. Marguerite apprit à naviguer dans ces eaux traîtresses avec une habileté croissante. Elle cultiva des relations avec des femmes des deux camps du conflit, comprenant que les réseaux féminins se révélaient souvent plus durables que les alliances masculines. Elle correspondait régulièrement avec Élisabeth Woodville, la reine d'Édouard IV, tout en maintenant des communications secrètes avec Marguerite d'Anjou dans son exil français. Ces relations exigeaient une habileté diplomatique extraordinaire. Un seul mot mal placé pouvait entraîner des accusations de trahison. Durant ces années tumultueuses, le fils de Marguerite Henry resta au pays de Galles sous la tutelle de Jasper Tudor. Cet arrangement était pratique mais déchirant pour Marguerite. Elle voyait son fils unique peut-être 1 ou 2 fois par an, et seulement dans des conditions soigneusement négociées. Henri grandit de nourrisson à enfant puis à jeune homme comme un étranger pour sa propre mère, élevé dans les collines galloises par son oncle, tandis qu'elle manœuvrait à travers les courants traîtres de la politique de cour anglaise. La séparation était nécessaire, mais déchirante. Marguerite déversa ses instincts maternels, frustrés dans des lettres des messages soigneusement codés qui pouvaient traverser les lignes ennemies sans révéler d'informations dangereuses. Elle envoyait des cadeaux lorsque c'était possible, des livres, des vêtements, de petits présents qui pourraient donner rappeler à Henri la mère qu'il connaissait à peine. Mais surtout, elle vivait dans un état d'anxiété constante, ne sachant jamais si son fils était en sécurité, en bonne santé ou même en vie. L'éducation d'Anne Henry au pays de Galles fut complète et pratique. Jasper Tudor veilla à ce que son neveu apprenne non seulement les accomplissements nobles habituels, équitation, escrime, musique et danse, mais aussi les compétences plus rudes de la survie. Henri apprit à parler gallois couramment, à comprendre les rythmes de la vie rurale, et à commander la loyauté d'hommes qui ne lui devaient rien d'autre que du respect. Ces leçons se révéleraient inestimables lorsqu'il reviendrait enfin pour réclamer son trône. L'éducation de Marguerite elle-même se poursuivit à travers son mariage avec Stafford. Elle apprit à gérer de vastes domaines, à lire des comptes financiers et à comprendre le réseau complexe d'obligations qui unissait la société médiévale. Elle étudia le droit, l'histoire et la théologie avec l'intensité d'un érudit universitaire. Sa bibliothèque devint l'une des plus belles collections privées d'Angleterre, remplie d'ouvrages en latin, en français et en anglais, sur des sujets allant de la stratégie militaire à la théologie mystique. En 1461, après Jésus-Christ, tout changea à nouveau. Édouard IV remporta une victoire décisive à la bataille de Towton, le combat le plus sanglant jamais livré sur le sol anglais. On estime que 50 000 hommes se rencontrèrent sur un champ couvert de neige dans le Yorkshire le dimanche des Rameaux, 29 mars 1461 après Jésus-Christ. Au crépuscule, près de la moitié d'entre eux, était mort. La cause lancastrienne fut réduite en ruine, ses dirigeants dispersés ou morts.
Henri VI s'enfuit en Écosse, tandis que Marguerite d'Anjou navigua vers la France avec son jeune fils Édouard de Westminster. Les suites de Towton créèrent une situation nouvelle et dangereuse pour Marguerite. Son sang lancastrien la rendait automatiquement suspecte aux yeux d'Édouard IV, mais son mariage avec Stafford lui offrait une certaine protection. Plus dangereusement, son jeune fils au pays de Galles représentait un possible point de ralliement pour la résistance lancastrienne. Édouard IV avait déjà démontré sa volonté d'exécuter ses ennemis. Étendrait-il cette politique aux enfants? Marguerite passait des nuits sans sommeil à se demander si les soldats viendraient les chercher Henri, si elle se réveillerait un matin avec la nouvelle de la mort de son fils. Elle développa un réseau d'intelligence élaboré, payant des domestiques et des marchands pour des nouvelles du pays de Galles, soudoyant des scribes pour des copies de correspondances royales, faisant tout son possible pour devancer les menaces potentielles. La vigilance constante était épuisante, mais elle gardait son fils en vie. En 1469 après Jésus-Christ, Henry Stafford fut blessé en combattant pour Édouard IV à la bataille d'Edgecote. La blessure, une coupure profonde à la cuisse qui s'infecta, le laissa partiellement handicapé et de plus en plus amer envers son service à la cause yorkiste. Il avait risqué sa vie pour Édouard IV et reçu peu de reconnaissance ou de récompense. La déception le consumait, le rendant réceptif à l'influence subtile de Marguerite. Marguerite soigna son mari blessé pendant des mois de convalescence douloureuse, utilisant ce temps pour modifier progressivement ses loyautés politiques. Elle n'argumenta jamais directement en faveur de la cause lancastrienne. Cela aurait été trop dangereux. Au lieu de cela, elle planta des graines de doute sur la compétence d'Édouard IV, partagea des histoires de corruption et d'incompétence yorkiste et convainquit peu à peu Stafford que son service avait été mal récompensé. Le processus exigeait une habileté psychologique extraordinaire. Marguerite dut surmonter des années de loyauté yorkiste, la gratitude personnelle pour la clémence d'Édouard IV et la prudence naturelle de Stafford. Elle y parvint avec patience, répétition et une manipulation soigneuse de son orgueil blessé. En 1470 après Jésus-Christ, lorsque le comte de Warwick lança sa rébellion contre Édouard IV, Stafford était prêt à changer de camp. En 1470 après Jésus-Christ, le kaléidoscope politique changea à nouveau. Richard Neville, comte de Warwick, le puissant noble connu comme le faiseur de rois, se brouilla avec Édouard IV et s'allia avec Marguerite d'Anjou pour restaurer Henri VI sur le trône. L'alliance était étrange. Warwick avait initialement placé Édouard IV sur le trône et combattu Henri VI pendant des années, mais la politique faisait d'étranges compagnons de lit et l'orgueil blessé de Warwick surpassa ses anciennes loyautés. Marguerite observa ces développements avec un intérêt intense et un espoir croissant. Si Henri VI pouvait être restauré, si la cause lancastrienne pouvait triompher, alors peut-être son fils pourrait-il revenir de son exil gallois. Elle commença à contacter prudemment d'autres sympathisants lancastriens, testant les eaux pour un possible soulèvement. Les communications étaient extrêmement dangereuses. Une découverte signifierait la mort pour tous les impliqués. La restauration d'Henri VI en octobre 1470 après Jésus-Christ sembla un miracle pour Marguerite. Édouard IV s'enfuit en Bourgogne, accompagné de son frère Richard de Gloucester, tandis que Henri VI fut sorti de la tour de Londres et restauré officiellement sur son trône. Le pauvre roi fou semblait déconcerté par ce retournement de situation incertain de comment il était passé de prisonnier à monarque du jour au lendemain. Marguerite assista à sa cérémonie de restauration à Westminster, voyant de ses propres yeux à quel point le roi lancastrien était devenu faible et confus. Mais la restauration fut éphémère. Édouard IV revint d'exil en mars 1471 après Jésus-Christ
avec le soutien bourguignon et une petite armée de mercenaires aguerris. Il agit rapidement, gagnant le soutien de nobles lassés du chaos et de l'incertitude. L'affrontement décisif eut lieu à Barnet le 14 avril 1471 après Jésus-Christ, où Warwick fut tué dans les combats. 2 semaines plus tard, à Tewkesbury, le 4 mai 1471 après Jésus-Christ, la cause lancastrienne mourut pour de bon. En 1471 après Jésus-Christ, tout changea. La bataille de Tewkesbury vit la défaite finale de la cause lancastrienne et la mort d'Édouard prince de Galles, le dernier héritier direct du trône d'un Henri VI. Le prince mourut dans les combats, bien que certains récits suggèrent qu'il fut assassiné après avoir été capturé. Sa mort, combinée à la disparition mystérieuse d'Henri VI peu après, mit fin à la lignée lancastrienne directe. Soudain, le fils adolescent de Marguerite devint le prétendant le plus viable à la succession lancastrienne et donc l'une des personnes les plus dangereuses d'Angleterre. Son prétention était compliquée et distante, tracée à travers la lignée Buffett et compliquée par des questions de légitimité soulevées des générations auparavant. Mais en l'absence d'héritier lancastrien direct, le prétention d'Henri Tudor commença à sembler de plus en plus significative pour ceux qui s'opposaient au gouvernement yorkiste. Jasper Tudor, reconnaissant la menace immédiate pour la vie d'Henri, prit une décision désespérée. Il emmènerait le garçon en exil plutôt que de risquer la capture et une exécution presque certaine. La décision fut déchirante mais nécessaire. Rester au pays de Galles signifiait la mort, mais l'exil signifiait abandonner tout et tous ceux qu'Henri avait connus. Par une nuit battue par la tempête en septembre 1471, après Jésus-Christ, Henri Tudor, âgé de 14 ans, embarqua sur un bateau à Tenby et navigua vers 14 ans d'exil en Bretagne. Le départ fut précipité et dangereux. Les forces yorkistes resserraient Soleto sur les derniers bastions lancastriens au pays de Galles. Henri et Jasper n'eurent peut-être qu'une heure d'avertissement avant que les soldats ennemis n'arrivent au château de Pembroke. Marguerite n'était pas présente pour le départ de son fils. Elédol était en Angleterre, ignorant que son fils fuyait pour sa vie jusqu'à plusieurs jours plus tard. Quand la nouvelle lui parvint, enfin l'impact fut accablant. Elle avait passé 14 ans séparée d'Omiri par l'étendue du pays de Galles. Maintenant, ils étaient séparés par la Manche et l'hostilité des nations. Elle n'avait aucun moyen de savoir si elle le reverrait un jour. Dans son imagination debout sur les falaises galloises, le vent fouettant sa cape autour de son corps, Marguerite affronta la possibilité qu'elle venait de perdre tout ce qui lui importait. Son fils était parti peut-être pour toujours. Sa cause était vaincue, ses chefs morts ou dispersés. Sa propre position devenait de plus en plus précaire, alors qu'Édouard IV consolidait sa victoire et commençait à régler ses comptes avec ses ennemis. Marguerite retourna en Angleterre et à son mariage avec Henry Stafford, avec un cœur qui s'était endurci en quelque chose de plus dur que l'acier. Si elle ne pouvait être mère au sens traditionnel, elle serait quelque chose de complètement différent. Une stratège, une survivante, une femme qui passerait le reste de sa vie à travailler pour placer son fils exilé sur le trône d'Angleterre. La douleur de la séparation se transforma en une ambition froide et calculatrice. La transformation fut remarquable à observer. Les courtisans qui avaient maintes connu Marguerite comme une jeune femme discrète et pieuse se retrouvèrent soudain face à une opératrice politique redoutable qui semblait voir 3 coups d'avance dans chaque situation. Elle commença à construire des réseaux de soutien à travers toute l'Angleterre, identifiant les nobles qui pourraient être persuadés de soutenir le retour éventuel de son fils. Le travail était dangereux et épuisant, mais il lui donna un but. Henry Stafford mourut en 1471 après Jésus-Christ, peu après le début de l'exil d'Henri. Le moment fut suspect pour certains observateurs.
Stafford était en mauvaise santé depuis sa blessure de guerre, mais sa mort survint à un moment remarquablement opportun pour les manœuvres politiques de Marguerite. Que ce soit par des causes naturelles du poison ou simplement le stress, cela reste incertain. Mais sa mort libéra Marguerite pour poursuivre ses ambitions plus ouvertement. Marguerite, désormais proche de 32 ans et 2 fois veuve, fit face à une décision cruciale concernant son 3e mariage. Elle aurait pu choisir la sécurité en épousant un noble mineur qui protégerait ses propriétés et la laisserait seule pour pleurer son fils perdu. Au lieu de cela, elle choisit le pouvoir. Son 3e mari fut Thomas Stanley Lord. Stanley, l'un des nobles les plus astucieux politiquement d'Angleterre. Stanley était un maître du jeu qui avait détruit tant d'autres. Il excellait à soutenir le camp gagnant au dernier moment possible, changeant de loyauté avec un timing si parfait qu'il finissait toujours du bon côté de tout conflit. Sa famille contrôlait des forces militaires importantes dans le nord-ouest de l'Angleterre, et ses connexions politiques s'étendaient à tous les niveaux de la société de la cour royale, Oak Guilde de marchands. Pour Marguerite, l'alliance avec Stanley signifiait un accès à des réseaux d'intelligence, à une influence politique et à des ressources militaires qui pourraient un jour être cruciales pour la cause de son fils. Pour Stanley, le mariage avec Marguerite lui apporta le prestige du sang Buffett et des connexions à travers toute la noblesse. Le mariage fut une alliance de convenance, mais il se révéla remarquablement efficace. La cérémonie de mariage fut élaborée pour les normes de l'époque conçues pour annoncer l'importance continue de Marguerite, malgré l'exil de son fils. Les festivités durèrent 3 jours, avec des tournois, des banquets et des services religieux qui attirèrent des nobles de toute l'Angleterre. Édouard IV lui-même y assista, peut-être conscient qu'il valait mieux garder la dangereuse Marguerite Buffett, là où il pouvait la surveiller plutôt que de la laisser opérer dans l'ombre. L'arrangement matrimonial fut complexe et soigneusement négocié. Marguerite conserva le contrôle de ses propriétés, Buffett et le droit de poursuivre les intérêts de son fils. Stanley gagna une épouse dont l'intelligence et les connexions complétaient dans ses propres compétences politiques. Tous deux comprirent que leur partenariat reposait sur un avantage mutuel plutôt que sur un amour romantique, une solution pragmatique aux défis qu'ils affrontaient ensemble. Ils naviguèrent à travers les dangereuses dernières années. Du règne d'Édouard, 4 survivants aux purges et aux bouleversements politiques qui détruisirent beaucoup de leurs contemporains. Marguerite utilisa sa position d'épouse de Stanley pour recueillir des informations sur la politique royale et maintenir des communications avec des exilés et des partisans potentiels. Stanley fournit une couverture pour ses activités tout en construisant sa propre base de pouvoir pour tout conflit à venir. Pendant ce temps, en Bretagne, Henri Tudor atteignait l'âge adulte en exil. Le duché de Bretagne était techniquement indépendant, gouverné par le duc François II, mais il était pris entre les pressions concurrentes de la France et de l'Angleterre. La position d'Henri là-bas était précaire. Il était précieux comme allié potentiel ou monnaie d'échange, mais aussi dangereux comme point de ralliement pour l'opposition anglaise à Édouard IV. Les lettres entre mère et fils devinrent encore plus rares et soigneusement codées au fil des années. Ils utilisaient des noms fictifs, des encres invisibles et des codes élaborés pour communiquer. Les messages étaient cachés dans une correspondance apparemment innocente sur le commerce ou les affaires familiales. Le système était lourd et peu fiable, mais il maintenait la connexion vitale entre le réseau d'intelligence de Marguerite en Angleterre et la cour d'un Henri en exil. Marguerite vivait dans une peur constante que son fils soit mort, assassiné par des tueurs envoyés par les Yorkistes, ou simplement emporté par une maladie ou un accident dans une terre étrangère. L'incertitude était peut-être pire qu'une tragédie définitive n'aurait été. Elle développa un système élaboré d'informateurs qui lui apportaient des nouvelles de Bretagne,
marchands, pèlerins, diplomates, quiconque avait vu son fils ou entendu des nouvelles de son bien-être. Le réseau d'intelligence que Marguerite construisit était extraordinaire par son étendue et sa sophistication. Elle avait des informateurs dans les palais royaux, les guildes de marchands, les maisons monastiques et les foyers nobles à travers toute l'Angleterre et le continent. Les informations affluaient d'envers elle à travers un réseau de communication secrète qui aurait impressionné les maîtres espions professionnels. Elle savait des mouvements de troupes avant certains commandants, entendait les ragots de la cour avant qu'ils n'atteignent les oreilles du roi et surveillait la santé et les loyautés des alliés et ennemis potentiels. Édouard IV mourut subitement en avril 1483 après Jésus-Christ, laissant son fils de 12 ans Édouard V pour hériter du trône. La mort du roi fut soudaine, mais pas entièrement surprenante. Il avait vécu intensément mangeant et buvant excessivement, et sa santé déclinait depuis des années. Mais sa mort à 40 ans plongea le royaume dans une crise immédiate, car un roi enfant nécessitait une régence qui pouvait facilement devenir une dictature. Mais le roi enfant ne serait jamais couronné. Son oncle Richard, duc de Gloucester, prit le pouvoir dans un coup qui surprit même la noblesse endurcie par la violence de l'Angleterre. Le jeune Édouard V et son frère, Richard, disparurent dans la tour de Londres pour ne plus jamais être vus vivants. Richard III fut couronné roi en juillet 1483 après Jésus-Christ, mais son règne commença sous un nuage de suspicion qui ne se dissipa jamais. Pour Marguerite, l'usurpation de Richard représentait à la fois un danger terrible et une opportunité sans précédent. La prise de pouvoir de Richard avait détruit la légitimité yorkiste. Soudain, la prétention distante d'un Henri Tudor, à travers la lignée Buffett, commença à sembler une alternative viable à un roi largement soupçonné d'avoir assassiné des enfants. Marguerite commença à conspirer avec une audace impressionnante, travaillant à travers l'évêque John Morton et d'autres exilés. Elle coordonna une rébellion à l'intérieur de l'Angleterre, tout en organisant l'invasion de son fils depuis la Bretagne. La conspiration exigeait un timing parfait, un financement considérable et des communications à travers des centaines de miles de territoire hostile. La rébellion s'effondra en octobre 1483 après Jésus-Christ, lorsqu'une trahison exposa l'invasion prévue d'Henri. Marguerite observa avec horreur ses co-conspirateurs être exécutés. Elle échappa à la mort uniquement grâce à son mariage avec Stanley, mais fut placée en résidence surveillée et dépouillée de ses titres. Mais Marguerite n'était pas vaincue. Même sous surveillance, elle continua à conspirer à travers des lettres codées et des serviteurs de confiance. Elle passa des mois à planifier non seulement le retour de son fils, mais aussi son règne réussi en tant que roi. Lorsqu'Henri envahit enfin à Milford Haven en août 1485 après Jésus-Christ, le patient travail de Marguerite sur la famille Stanley porta ses fruits. À Bosworth Field, le 22 août 1485, après Jésus-Christ, Richard III mourut en combattant dans la boue du Leicestershire. Les forces, Stanley positionnées pour soutenir Richard, se retournèrent contre lui, dans une trahison que Marguerite avait orchestrée à travers des années de manipulation minutieuse. Son fils était roi d'Angleterre. Après 28 ans de séparation, 14 ans d'exil et des décennies de planification patiente, Henri VII avait triomphé. Marguerite devint la femme la plus puissante d'Angleterre, mais elle ne retrouva jamais la simple relation mère-fils qui lui avait été volée par la nécessité politique. Marguerite vécut assez longtemps pour voir son fils établir la dynastie Tudor, épouser Élisabeth d'York pour unir les maisons en guerre et engendrer le prince qui deviendrait Henri VIII. Elle mourut en 1509 après Jésus-Christ, quelques jours après le couronnement des Henri VII,
ayant achevé un arc d'ambition qui commença dans la chambre de naissance ensanglantée du château de Pembroke. Le coût du succès de Marguerite ne peut être calculé en termes simples. Elle sacrifia son corps pour donner à l'Angleterre un roi sa maternité, à la nécessité politique son bonheur personnel, à l'ambition dynastique. La fillette de 13 ans criant dans l'accouchement au château de Pembroke n'aurait jamais pu imaginer la femme qu'elle deviendrait la mère du roi, la fondatrice d'une dynastie, la femme qui mit fin aux guerres des roses à travers l'amour maternel transmuté en or politique. Dans l'abbaye de Westminster, où Marguerite Bowet repose dans sa tombe de marbre noir, les visiteurs peuvent lire l'inscription en latin qui résume une vie de réalisations extraordinaires, bâtie sur un sacrifice extraordinaire. Mais ils ne peuvent entendre les échos de ce cri d'autrefois, le son d'une fillette en agonie mettant au monde l'avenir de l'Angleterre. Ce son et l'histoire qui l'initia restent enfouis dans les murs de pierre d'un château gallois où les vagues de l'Atlantique s'écrasent encore contre les falaises et où le vent hurle encore à travers les pierres anciennes, portant les murmures d'une fillette qui devint reine-mère à travers une souffrance qu'aucun enfant ne devrait jamais endurer.